Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Jean-Jacques Bourdin. 7h12, notre invité, premier invité de la matinée, Olivier Jaoui, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. C'est normal, vous êtes fondateur de l'association Vie brisée 7 octobre. Et vous rappelez sans cesse qu'il y a 2 Français qui sont retenus en otage dans la bande de Gaza. Rappelez leur nom, d'abord. Oui, alors 2 Français, Ohad Yahalomi et Ofer Calderon, qui est le mari de ma cousine, donc qui me touche. De votre famille. Dans ma famille, et ma famille, je le rappelle, si vous me le permettez, qui a été touchée d'autant plus durement le 7 octobre, puisque ma cousine Carmela, qui n'a pas eu 80 ans, en définitive, a été assassinée, mitraillée le 7 octobre dans son abri, dans sa maison à Niroz. Sa petite fille de 12 ans, j'insiste, une enfant de 12 ans, autiste, était avec elle. Elle voulait passer la soirée et la nuit avec sa grand-mère. Elles ont été toutes les 2 mitraillées, après quoi leur corps a été brûlé. Et après quoi la maison a brûlé, on les a retrouvés enlacés. Enlacés, oui. Enlacés, c'est évidemment d'autant plus triste et émouvant. Oui, ils ont été douloureux, enlacés. Effroyable. Vraiment effroyable. Merci Olivier Jaoui, disons clairement les choses. Disons clairement les choses. Bien. Est-ce vous n'avez pas de nouvelles ? Non, nous n'avons pas de nouvelles des 2 otages toujours retenus à Gaza. Non, il n'y a pas de nouvelles. Une des raisons, la principale, c'est que les ONG, semble-t-il, n'ont pas vraiment beaucoup cherché à les rencontrer. Il n'y a pas d'ONG palestinienne qui s'occupe des Israéliens à Gaza. Les ONG internationales comme la Croix-Rouge, on leur a reproché de ne pas faire beaucoup d'efforts. Et donc, les seules nouvelles que nous ayons de Ohad Yahalomi et d'Ofer Calderon, qui sont donc les 2 otages français restants, et des autres otages d'ailleurs, c'est quand ils ont été vus, aperçus, croisés par d'autres otages qui ont été libérés. Donc on sait par exemple que Ofer Calderon a été vu par ses enfants, puisque les enfants, donc les enfants de ma cousine, Erez, qui avait 12 ans, maintenant bientôt 13, qui vient bientôt faire sa bar mitzvah, qui réclame le retour de son père, et Sahar, qui avait 16 ans, et ils l'ont vu à Gaza. Mais on n'en sait pas plus, on n'a aucune nouvelle. Il ne s'agit pas de rétention. On m'a demandé s'il y avait une rétention de qui que ce soit. Absolument pas. Absolument pas. Et les Israéliens, l'armée israélienne non plus, n'a pas de nouvelles et ne vous en donne pas non plus. Non, elle en donnerait plutôt à ma famille si elle en avait. Il ne s'agit pas de cacher. Les nouvelles, hélas, les informations, en tout cas selon Israël, c'est qu'il y aura, alors selon les calculs un peu morbides, il y aurait 100 otages. Et sur la centaine d'otages encore reconnus comme tels, il y en aurait une quarantaine qui seraient morts. Selon Israël, mais on ne sait pas qui. Et on ne sait pas qui, ce qui est encore plus effroyable. Absolument. On dit que certains otages peuvent écouter la radio. Oui, alors je l'ai appris, je ne le savais pas, dans un ouvrage, je l'ai lu dans un livre de Daphné Rousseau, sur Niroz, qui est sorti jeudi et que j'ai lu ce week-end, que certains otages ont pu obtenir de leurs kidnappeurs, ou en tout cas des gens qui les gardaient avec eux, parfois des familles d'ailleurs, pas toujours des militants du Hamas ou du FPLP, ont pu obtenir d'écouter la radio, ce qui n'empêche pas qu'ils ont vécu des choses terribles, pour la plupart, au moins 52 jours, 52 nuits. Donc retenus dans des conditions épouvantables. D'ailleurs, même le Hamas... Je ne sais pas si c'est une déclaration de propagande ou pas, mais le Hamas annonce une situation très difficile pour les otages, à la fois physiquement très difficile, et psychologiquement, évidemment, très difficile. C'est ce que dit le Hamas, peut-être pour faire pression sur le gouvernement israélien. Si vous me le permettez, je ne sais pas. Si vous me permettez d'utiliser cette expression, c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Je veux dire, le Hamas qui a kidnappé ces gens-là, dont je rappelle qu'ils ont tué 1200 personnes, 900 civils, un à un. Systématiquement, un à un, tués, assassinés, pour certains découpés, pour certaines violés. Mutilés, avec une jubilation qui les a poussés à filmer, à diffuser leurs horreurs. Venir nous dire aujourd'hui que les otages ont une situation difficile, c'est vraiment des otages qui sont souvent retenus dans les fameux tunnels. Oui, c'est ce qu'a raconté Sahar, ma petite cousine de 16 ans. 52 jours, 52 nuits dans les tunnels, en étant mal nourrie. Et puis, évidemment, une inquiétude épouvantable. C'est-à-dire que quand on regarde mes petits cousins de 12 ans et 16 ans, ce qu'ils racontent, c'est terrible. Sahar raconte que
quand les terroristes sont entrés chez eux, leur père a tenu la porte de l'abri, Ofer Calderon, leur a dit de sortir par la fenêtre et de se cacher dans les bosquets. Moi, je suis allé à Niros, c'est un petit village à l'époque très fleuri, puisque maintenant il était totalement incendié. Ils se sont cachés dans un bosquet. Et là, Erez, qui a 12 ans, petit garçon donc, voit son ancienne nounou se faire violer. Il demande à sa sœur qui a 16 ans, mais qu'est-ce qu'ils lui font, qu'est-ce que c'est? Et elle est terrifiée, elle lui explique ce que c'est qu'un viol, et elle lui dit, mais ne t'inquiète pas, ils ne violent pas les hommes. Ouais. Sur le chemin, ils ont vu des morts, le chemin de Niros à Gaza. Ils ont été enfermés 52 jours, 52 nuits, dans évidemment une terreur épouvantable, le sentiment que le reste de la famille était assassiné, des tortures psychologiques. On leur a dit, Israël est détruite, personne ne s'occupera de vous, vous allez rester là tout le temps. On leur a fait croire plusieurs fois qu'ils allaient être libérés. Évidemment un climat de terreur total, et aujourd'hui ils sont, d'ailleurs Hadas, ma cousine, l'a redit encore hier ou avant-hier, ils sont en dépression, c'est-à-dire que ils ont évidemment terriblement de mal à se remettre, leur père n'est pas là, ils reviennent de Gaza, ils découvrent que leur grand-mère Carmela, dont j'ai parlé tout à l'heure, a été assassinée, que leur cousine Noya, que Erez connaît depuis la naissance, ils ont le même âge, élevé dans un petit village de 400 habitants, est morte, que leur kibboutz a brûlé. Ils sont dans un état épouvantable. Bah, j'imagine, oui. Olivier Jaoui, il y a débat en Israël entre les familles d'otages, certaines estimant que les Israéliens, l'armée israélienne doit aller jusqu'au bout, et d'autres estimant que on ne fait pas suffisamment attention à la situation justement de ces otages. Oui, alors si je me permets de plaisanter un peu, on dit 2 juifs, 3 opinions. Oui. Donc en Israël, ce serait 4 ou 5 opinions. Oui, il y a débat, il y a débat en Israël, comme dans beaucoup de pays, il y a des débats sur beaucoup de choses. Oui, il y a débat entre les familles d'otages, il y a aussi un sujet des familles d'otages en général par rapport à la société. Pour parler clair, ma famille à Niros se targue d'appartenir à ce qui était le kibboutz le plus à gauche d'Israël. Donc ils n'ont pas attendu le 7 octobre pour ne pas être très en phase avec Benjamin Netanyahou. Il y a un débat de savoir jusqu'où aller. Est-ce qu'il faut continuer ou pas? Est-ce que le gouvernement donne encore la priorité à la survie des otages? On peut effectivement se poser la question. Moi, je suis français, parisien, je ne suis pas expert en la matière. Ce qui est certain, c'est que la riposte israélienne au massacre du Hamas était nécessaire, incontestable, et de toute façon, entre guillemets, je pense, espérée par le Hamas. C'était un piège dans lequel Israël est entré parce qu'il n'avait pas le choix de réagir. Aujourd'hui, est-ce qu'il est encore utile de combattre? Israël n'a pas réussi à libérer beaucoup d'otages. Mais je rappelle encore c'est le Hamas qui a la vie des otages en main. Le meilleur moyen d'arrêter les combats, ce que j'espère pour les Gazaouis qui souffrent terriblement, et on parle, même si c'est des chiffres du Hamas, de toute façon, c'est trop de morts, 40 000 morts, rendre les otages, libérer les otages, entraînerait nécessairement l'arrêt des combats. Bien, dernière question. En France, le 7 octobre, doit-il devenir une journée nationale de lutte contre l'antisémitisme ? Je ne me suis jamais posé la question. Je pourrais vous dire oui par facilité, démagogie, en me disant les gens qui me connaissent, qui m'écoutent diront « Ah, Olivier, il a dit oui, il faut le faire ». Je ne suis pas certain. Je pense qu'il y a mieux à faire. Il y a déjà des journées de lutte contre le racisme antisémite. Je pense qu'effectivement, il faut surtout appliquer la loi. Et vous pointez le fait que, ce qui est pour nous épouvantable, c'est-à-dire que la détestation pour certains de Netanyahou, la détestation d'Israël, est devenue une détestation des Juifs partout dans le monde. On voit les actes antisémites qui ont doublé, triplé. Aujourd'hui, j'aimerais pas être collégien, lycéen, étudiant en France, à certains endroits en tout cas. Donc il faut lutter, éduquer et je pense aussi réprimer les actes et les propos. Merci beaucoup Olivier Jaoui d'être venu nous voir ce matin. Merci. Il est 7h21, ça provoque vos réactions évidemment. 0826 300 300. Le rappel des titres de l'actualité avec vous, Laurie Leclerc.